Attention, dorénavant, à partir du 2 novembre, la péniche, le balisier du quai, vous attend au 52 quai, point du jour, à Boulogne-Billancourt, du mercredi au samedi. Restauration, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. Attention, ouverture du mercredi au vendredi de 12h à 15h, du jeudi au samedi de 19h à 22h, plus ambiance discothèque jusqu'à 2h du matin, tous les vendredis et samedis. La péniche, le balisier du quai, infoline 01 42 53 21 63. 01 42 53 21 63. Guadeloupe, actualité. Et techniquement, ce soir, je devais recevoir un représentant de l'association Danijar qui était censé nous parler au nom de la famille du professeur Nusere Kalala Omotunde. Visiblement, ils ont préféré souhaiter annuler le plateau dans l'après-midi. Une grande déception, je ne vous le cacherai pas. Et donc, effectivement, on a beaucoup de mal à avoir des informations autour du décès, effectivement, de ce grand homme. Parlons maintenant des acteurs de la prévention et de la délinquance qui étaient en séminaire aujourd'hui. Une nouvelle rencontre pour dresser un constat et présenter des stratégies autour de l'insertion, la sécurité routière, les violences intrafamiliales et l'insécurité globale. Le reportage. Le but, c'est bien de renouer du lien ici, de prendre le pouls des acteurs dans les communes, de voir de quoi ils ont besoin, de leur passer un message de motivation, mais aussi un message leur indiquant qu'on a des moyens à mettre à leur disposition et qu'on pourra les accompagner dans cette politique de prévention qui est importante. On parle trop souvent de contrôle, de sanctions, mais pas assez de prévention, et c'est bien ce message qu'on veut développer en 2023. Avec le Covid, on est resté relativement cloisonné chacun de nos communes, et là on a vu des problématiques de délinquance qui se sont liées directement à la situation de Covid et qu'aujourd'hui les populations sont isolées, et les professionnels que nous sommes, nous avons besoin de voir quelles sont les bonnes pratiques qui ont pu émerger et surtout voir quels sont les moyens que l'État met à la disposition des communes, parce que cette problématique de la délinquance c'est un vrai sujet en Guadeloupe. On le voit tous les jours, que ce soit la délinquance routière, malheureusement, avec toutes les victimes de la route, que ce soit malheureusement aussi avec la circulation des armes. L'une des actions les plus importantes, c'est d'essayer d'insérer les jeunes et les moins jeunes, faire en sorte qu'ils n'aient pas la tentation, et donc on essaye de travailler autour de l'insertion, c'est quelque chose de vraiment important. On est dans un petit pays, le travail est rare. Ils ont souffert de la période Covid qui malheureusement nous a tous un peu éloignés les uns des autres, et ce sont des outils indispensables, et c'est pour ça qu'on est ici. C'est la 3e rencontre pour les réinitier, pour leur redonner toute la vigueur qu'ils doivent avoir en termes de stratégie, en termes d'abord de constat sur la délinquance dans les communes, en termes de stratégie à mettre en œuvre et donc d'action à déployer sur le terrain. On est aussi dans l'avant parce qu'on fait de l'éducation. On a des conventions avec l'éducation nationale pour aller faire de la prévention dans les écoles, à partir du primaire pour tout ce qui est sécurité routière notamment, et à partir du collège pour tout ce qui est sécurité au sens général, les violences intrafamiliales, la sécurité globale. On a une action forte avec l'éducation nationale aussi pour que nos jeunes générations intègrent ce besoin de sécurité. La logique même du système éducatif, c'est d'être dans une démarche beaucoup plus préventive, anticipée. Donc c'est pour ça que le partenariat fort avec l'ensemble des acteurs ici présents aujourd'hui nous permettra vraiment de consolider au sein même des établissements, au plus près des élèves, toutes ces actions de prévention. Le travail collectif et collaboratif fait que toutes ces actions de prévention qui sont mises en place dans les établissements scolaires puissent vraiment prendre un sens et une tournure pour qu'on puisse avoir cet aspect prévention sur tout le temps scolaire, mais aussi hors temps scolaire pour les élèves. Et on enchaîne avec le 3e comité de pilotage du projet Inter-America Gate. Les grands ports de Guadeloupe, Martinique, Guyane et Saint-Martin travaillent de concert pour un développement des échanges dans le bassin caribéen. Le reste en images. Dans le cadre d'un projet que nous portons avec Inter-Caraïbes qui s'appelle Inter-America's Gate, c'est une espèce de grande plateforme pour pouvoir regrouper différents types d'informations statistiques, trafic de lignes, éléments sur l'environnement maritime et autres, dans l'ensemble de la Caraïbe jusqu'au plateau des Guyanes. Et nous sommes ici réunis pour un comité technique, comité de pilotage de ce projet dans le cadre d'Inter-Caraïbes qui est le financeur de ce projet. Et les partenaires sont le Grand Port de Guyane qui est chef de file, celui de la Guadeloupe, le Grand Port de la Martinique et le port de Saint-Martin
Galice Bay. Et le partenaire extra-communautaire, dans le cadre d'un projet Interreg Caraïbes, c'est la Caribbean Maritime University, dans le cadre de la PIMAC, c'est-à-dire cette association qui regroupe l'ensemble des petits ports de la Caraïbe. Très concrètement pour Saint-Martin, écoutez, le projet vise à quoi? Vise à mieux connaître les échanges entre la Caraïbe, mieux connaître les flux maritimes dans Caraïbes. Et Saint-Martin, la position géographique de Saint-Martin est une position intéressante. Nous avons des connexions, enfin, que ce soit la partie française que je représente ou la partie hollandaise, nous avons des connexions avec pratiquement toute la Caraïbe. Et ce projet, pour nous, partie française, vise à renforcer ces connexions et à renforcer ces échanges. Le but, c'est tout d'abord de se connaître. De savoir quelles sont les caractéristiques des uns et des autres, ça permet des échanges. Nous avons d'ailleurs au travers des différentes pauses qui ont été faites échanger sur le sujet de la croisière qui n'est pas directement lié à l'activité qui nous regroupe aujourd'hui. Tous ces échanges informels contribuent à j'allais dire des échanges caribéens qui soient plus développés possible. Si effectivement ça conduit à faire des bonnes affaires, tout le monde sera content. Alors Monsieur Télémac est représentant du port d'Antigua, mais à ce titre aujourd'hui, il représente justement la Port Management Association of the Caribbean, ce qui s'appelle le PIMAC. Donc aujourd'hui, il représente à peu près 18 ports qui sont adhérents de cette association. Donc il nous soutient en apportant sa présence justement à travers cette réunion d'observatoire, parce que le Grand Port Maritime de Guyane nous met en place un observatoire économique qui permet d'échanger des données sur le trafic maritime et portuaire, sur les lignes maritimes, et c'est une opportunité justement pour ces 18 ports de découvrir en temps réel les données et justement d'échanger en termes de commerce, en termes de trafic de marchandises, et c'est également une opportunité pour les ports anglophones de se positionner sur le marché européen à travers justement cet observatoire économique. Les lycéens du LPP de Blanchette ont participé à une journée porte ouverte autour de la thématique « La science dans la route du Rhum ». Participer à une transatlantique demande un certain nombre de connaissances scientifiques, tant pour définir sa position, calculer son itinéraire, que de définir son heure d'arrivée. C'est sans compter la multitude de métiers et professionnels qui évoluent autour de ce skipper, que ce soit pour préparer la navigation ou bien préparer les conditions météorologiques un peu à l'avance. En tout cas, tout ça a été passé en revue pendant cette journée. Regardez. Alors, nous sommes au lycée de Blanchette et aujourd'hui se passe un événement extraordinaire. C'est tout simplement la journée de la découverte de la science. On est dans le cadre de la semaine de la science qui a commencé depuis le 17 et qui se terminera le 27. Mais particulièrement aujourd'hui, nous avons prévu d'avoir un événement tel que les élèves vont tout simplement découvrir la science dans la route du Rhum. Et par conséquent, il y aura un ensemble d'ateliers qui ont été proposés aussi bien au niveau des collègues de sciences, mais aussi des collègues qui s'occupent de cet événement de la route du Rhum, puisque nous avons au sein de notre lycée une équipe qui s'organise pour la coordination de la route du Rhum. Et là, nous partageons cet événement avec eux, y compris avec le CDI. Aujourd'hui, c'est une journée porte ouverte pour la journée de la science. Donc aujourd'hui, on prie des différents collèges viennent au lycée de Blanchette pour qu'on leur présente des différentes filières qui se trouvent à Blanchette. On veut dire qu'on essaie de recruter des collégiens pour qu'ils viennent dans notre filière. Moi, personnellement, j'ai aimé le contact avec eux. C'est une filière, moi, dans la filière, j'adore l'électricité. Donc j'ai hâte d'accueillir ces collégiens au lycée de Blanchette. L'objectif, il est très simple. Il est intéressant de faire comprendre aux élèves que la science est pas tout. Et particulièrement lorsque nous parlons de route du Rhum, il a été pour nous intéressant de faire comprendre, quand nous parlons du rhum, faire découvrir l'alcool, faire découvrir la formule et aussi permettre aux élèves de voir, comme nous sommes dans le cadre de la route du Rhum, certains aspects au niveau de la navigation. Et c'est pourquoi nous avons un espace simulation qui a permis aux élèves de découvrir comment les bateaux se dirigent et comment on peut les repérer au niveau des satellites. Donc la science, au niveau de cette manifestation qui est la route du Rhum, permet de faire ressortir les différentes compétences qu'un élève peut acquérir s'il veut devenir un professionnel dans cet aspect, ou tout simplement être un intervenant dans la connaissance et dans le savoir dans cette dynamique-là.
On a eu pas mal de retours positifs. Les élèves étaient très intéressés, notamment par tout ce qui est en lien avec la navigation. Également, les expériences de sciences qui ont été réalisées en labo de chimie ont fait beaucoup de curieux. Et on se rend maintenant au siège des allocations familiales aux Abîmes qui réceptionne ces 4 bus France Service. L'objectif, développer l'accès aux droits dans les zones rurales. Regardez. Nous sommes à la caisse d'allocation familiale de la Guadeloupe. Nous sommes à une cérémonie d'inauguration des bus France Service, 4 bus France Service suite à un appel à projet de la Banque des Territoires. Nous avons aujourd'hui le loisir de remettre ces prix, ces 4 bus, de manière à développer l'accès aux droits et l'accompagnement au numérique sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe. Alors il faut savoir que la Caisse d'allocation familiale est un partenaire phare des maisons France Service et un grand travail est fait au niveau donc, du territoire concernant le déploiement des maisons France Service et aujourd'hui donc des bus France Service. L'objectif en tout cas de ces bus France Service eh bien, sera de se rapprocher de la population. Nous sommes vraiment dans une démarche d'aller vers. Le fait d'aller vers la population va permettre aux usagers donc, du territoire de la Guadeloupe d'accéder à tous leurs droits et puis surtout de répondre aussi à la problématique que nous connaissons, qui est la problématique de la mobilité. Aujourd'hui, je suis là pour livrer 4 bus France Service. Vous connaissez les maisons France Service, on en a ouvert 17, on va en ouvrir d'ailleurs d'autres dans les semaines qui viennent. L'objectif pour nous, c'est de mailler le territoire pour que le service public soit à proximité des gens, vous savez, à moins de 30 minutes de chacun. Et on s'est aperçu, mais on le savait, qu'en Guadeloupe, en fait, il faut qu'on aille un peu plus loin que ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait aussi des bus mobiles, donc des bureaux mobiles, des maisons France Service mobiles qui puissent se déplacer et aller au plus près des gens dans les quartiers, dans les sections. À 2, c'est pas facile. Un petit bout pour chacun, en souvenir. Coupez 4 ou 5 bouts. Allez-y. Et donc on a décidé de lancer ce projet. On va en mettre un par communauté d'agglomération sur les zones de chacun. Donc là on livre les 4 premiers aujourd'hui. Grand Sud Caraïbes, la Carle, Nord Grande Terre et Nord Basse Terre. Donc ils vont être confiés soit aux communautés d'agglomération, pour la Carle et pour Grand Sud Caraïbes, soit à des associations, le Centre social La Source, qui est à Petit Canal pour le Nord Grande Terre, et puis l'association nautique Nord Basse Terre, qui va rayonner sur le Nord Basse Terre. Donc voilà, donc ça c'est très important puisque on complète notre capacité de pouvoir aller au devant des gens pour leur apporter un service public de qualité. Et maintenant, je reçois Cyr Chélin, président de l'association Acacia. Il est en compagnie de Josette Chélin, son aidante et secrétaire également de cette association Acacia. Et nous avons également sur le plateau le docteur Étienne Julien, médecin généraliste et également médecin référent sur les maladies rares. Bonsoir à vous tous. Alors, Monsieur Chélin, on va vous laisser déjà le soin de présenter l'association Acacia. Qu'est-ce que vous proposez justement à vos adhérents ? Bien, alors, compte tenu du fait que ma famille avait été fortement impactée par cette maladie, qui est l'amylose, et le docteur Julien va nous dire exactement ce que c'est, avec l'appui important donc d'un neurologue, d'un cardiologue, qui se trouve au CHU de la Martinique, également ceux du CHU de Pointe-à-Pitre, nous avons décidé de mettre en place une association qui puisse venir en aide aux patients atteints d'amylose. Puisque, en réalité, comme c'est une maladie rare, mais le docteur Gillon le dira tout à l'heure, elle n'est pas si rare que cela. Mais c'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Oui. Pour les téléspectateurs qui entendent amylose, c'est peut-être la première fois ce soir qu'ils l'entendent. Tout à fait. Alors nous avons décidé de mettre en place cette association au niveau des 3 territoires de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane, parce que nous avons constaté une augmentation très sensible du nombre de personnes qui venaient pour cette maladie en consultation chez le cardiologue ou chez le neurologue. Donc nous avons décidé de mettre en place cette association depuis à peu près 1 an et demi seulement. Et donc, nous avons participé à différentes manifestations, notamment la journée internationale donc, de l'amylose, c'était le 26 octobre. Et là, nous sommes en train d'animer, nous animerons un stand au village de l'arrivée de la route du Rhum au Mac pour pouvoir faire de l'information grand public sur cette maladie
et sur les traitements en cours, et puis la nécessité pour les aidants familiaux, épouses, enfants, etc., de faire en sorte que les patients porteurs de cette maladie puissent effectivement se faire détecter et entamer le traitement le plus rapidement possible. Donc l'association a été créée pour être en soutien aux malades et pour faire la relation avec les spécialistes cardiologues, neurologues des 3 CHU de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane. Parce qu'on imagine, quand on parle de maladies rares, la prise en charge ne doit pas encore être au point. Tout à fait. Nous sommes en phase de recherche très très forte avec des laboratoires pharmaceutiques. Donc je tirais le nom de certaines pour ne pas faire de pub, mais qui sont très actifs et qui organisent également des sessions d'information très intéressantes qui permettent effectivement de faire l'état de la recherche en la matière. Mais le plus important pour nous, c'est que les malades, finalement, puissent se prendre en charge eux-mêmes, précisément parce que c'est une maladie rare et qu'on ne connaît pas encore tous les aboutissants. Et moi, j'ai la chance et la malchance d'avoir vécu dans une famille où cette maladie était très, très, très prégnante. Donc, ce qui fait que je pense pouvoir dire aux aidants familiaux, ainsi que ceux qui pensent qu'ils ont cette maladie, de faire en sorte de la déclarer le plus tôt possible au niveau des médecins, donc qui est rare en Guadeloupe et puis en Martinique, à Cassia, etc. Alors justement, on va se tourner vers le docteur Étienne Julan. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette maladie, et après on pourra parler plus globalement de ces maladies rares dont on parle trop peu? Donc l'amylose, c'est une maladie qui est liée à l'accumulation d'une molécule particulière dans le corps de la personne qui est atteinte. Et le plus souvent, en tout cas dans nos populations antillaises, elle s'accumule dans le cœur et au niveau des nerfs des personnes malades. Et à cause de cela, donc les personnes peuvent développer des signes cardiologiques, des maladies du cœur, ou encore peuvent développer des signes qu'on dit neurologiques, par exemple avec des fourmis dans les jambes, des faiblesses dans les jambes, une diminution de la capacité à se déplacer. Mais c'est une maladie qui peut toucher aussi les yeux, c'est une maladie qui peut toucher le tube digestif, aussi les régions ORL. Donc c'est une maladie rare, mais qui est quand même plus fréquente chez nous que dans d'autres populations. C'est pour ça qu'il est très important. Comment on explique ça? Vous savez, c'est une maladie génétique. Et donc, la nature a fait que les modifications génétiques peuvent varier en fonction des populations ou des régions du globe. Donc, nous, population antillaise, par exemple, la drépanocytose est plus fréquente chez nous. L'amylose, les anomalies génétiques liées à l'amylose, en tout cas certaines formes d'amylose, celles dont je viens de parler, sont un peu plus fréquentes dans nos populations, tout en restant, malgré tout, des maladies rares, c'est-à-dire des maladies que tous les médecins ne rencontrent pas au quotidien. D'accord. C'est pas le diabète, c'est pas l'hypertension, c'est beaucoup plus rare. Donc ça met en difficulté parfois donc les médecins traitants face à ces maladies-là, puisqu'elles sont mal connues parce qu'elles sont plus rares. Donc peut-être pas bien dépistées non plus. Donc pas bien dépistées, bien entendu. Donc c'est pour ça qu'en France, il existe depuis 2004 des plans maladies rares qui ont permis de labelliser des structures pour la prise en charge des maladies rares, pour permettre un meilleur diagnostic et mettre en place des parcours de soins. Donc il y a des structures labellisées pour la prise en charge des maladies rares. Et donc au niveau des Antilles, il y a une structure labellisée donc au CHU de la Martinique, et aussi, donc, surtout pour la partie cardiologique, aussi au CHU de la Guadeloupe. Donc, il y a des experts qui sont spécialistes de ces maladies-là et qui sont absolument nécessaires pour la prise en charge des patients. D'un point de vue financier, est-ce que ce sont des prises en charge qui sont totales, on peut dire? Alors, ça représente quand même un coût pour parce que enfin, il y a plusieurs aspects dans cet aspect financier. Il y a les maladies pour lesquelles on dispose de traitements. Et le plus souvent, ces traitements coûtent très cher. On imagine. Ils coûtent très cher parfois. Et pour d'autres maladies, il n'y a pas de traitement.
Donc la prise en charge, c'est comme on dit global, c'est-à-dire il faut faire intervenir l'assistante sociale, il faut organiser la maison, il faut des aidants, il faut les associations, enfin c'est tout en ensemble. Même Parce quand que si on a aidant, c'est que c'est invalidant. Elles peuvent être très invalidantes, bien sûr. Alors, l'amylose, on devait laisser parler M. Thérène, mais ce sont des maladies qui peuvent être effectivement graves et invalidantes. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez faire quelque chose sans elle? Oui, heureusement, encore. Mais c'est vrai que de plus en plus, il faut un aidant familial, qui peut être l'épouse, ou un parent en tout cas. Ou en plus de ça, d'autres de services à la personne également. D'accord. Donc, parce qu'au fur et à mesure, moi, ça fait, disons, en gros, 7 ans que la maladie s'est déclarée, et j'observe qu'il y a un ralentissement, mais il y a quand même un développement régulier de certaines incapacités. De m'habiller, de marcher plus longuement, de tenir ma fourchette, etc., de tenir un verre, etc. Donc c'est quand même une maladie très invalidante et c'est pas toujours évident, effectivement, donc il faut avoir un moelle d'acier dans cette affaire. Alors justement, Madame Chénin, vous y arrivez? Comment vous gérez ça au quotidien? Donc, vous savez que le diagnostic se fait selon un processus. On ne va pas chez un médecin et puis il vous dit du jour au lendemain que vous êtes porteur d'une amylose. Ça demande tout un processus pour de diverses analyses et qui, le plus souvent, pour le moment, partent encore en France. On n'a pas encore les moyens de faire le dépistage aux Antilles. Donc, quand il revient et que le diagnostic d'amylose est posé dans le cadre d'une famille, c'est dans un premier temps comme une forme de sidération. La famille, on reçoit ça comme ça, comme une douche froide, parce qu'on commence, non pas à connaître vraiment la maladie, mais on commence à connaître les conséquences. Oui. C'est-à-dire cette invalidité qui va s'installer relativement vite. Relativement vite, on va voir effectivement soit son mari, son enfant, son oncle, son grand-père s'installer dans de l'invalidité, dans une perte d'autonomie, avec ou non des douleurs. Parce que ça peut être parfois très douloureux. Et ça met les familles et les aidants dans des positions d'angoisse permanente. Parce que on a vu venir, comme c'est une maladie à caractère héréditaire qu'on a dans notre famille, on a vu les différences de délai entre le début de la maladie et le grand départ, disons, pour ne pas envoyer le mot mort. Donc ça peut varier pour certaines formes entre 6-7 ans et 10-12 ans, 13 ans. Donc il y a quand même une angoisse à court terme. Donc l'aidant, et c'est le rôle un petit peu de l'association, en tout cas c'est un petit peu mon rôle dans l'association, c'est d'interpeller les aidants, d'être auprès des aidants. Qu'est-ce qu'ils ont à dire par rapport à ça? Comment ils peuvent souffler? Est-ce qu'ils souffrent même? Parce que, qu'on le veuille ou pas, on est un peu porteur de la maladie. Moi, je pourrais dire autant que mon mari sur sa maladie, parce que, bon, on est au cœur du problème, on voit effectivement la souffrance, il faut faire des dossiers d'aide. Madame Étienne Julien a parlé effectivement d'assistante sociale, parce qu'il y a un dossier d'aide, s'assurer que le traitement est bien pris en charge du point de vue financier, parce qu'on est déjà dans des 25-30 000 euros la boîte de médicaments. Donc, comment ah oui, c'est un 25 000 euros la boîte? La boîte, parce que c'est encore à titre expérimental. C'est fait en petite quantité. Ça demande une médecine de pointe. On est quand même dans des nouveaux termes, ARN, je ne sais pas trop quoi. Donc on est quand même dans une médecine expérimentale qui, même si ça touche de plus en plus de personnes, parce qu'on constate que plus le diagnostic s'affine, plus le nombre de concernés est important. Mais le coût du traitement est très très important, de manière médicale, mais de manière sociale, c'est également très important parce que le diagnostic se fait tard. Heureusement, ça dure à partir de 50 ans, donc l'impact professionnel est un petit peu diminué. Mais comment dire à votre patron... À 50 ans, si on n'est pas prêt à prendre sa retraite... Voilà. Il nous reste encore au moins 20, ça fait 20, 14 ans quand même, voilà, 14 ans à travailler. Aujourd'hui, les gens, je ne sais pas, on va mettre la retraite à je ne sais pas quel âge. À 65, a priori. Mais on n'est pas encore à ça. Donc, comment dire à son collègue ou à son patron qu'on est malade? Alors qu'il vous voit, bon... c'est comme la drépanocytose, bon, c'est pas écrit sur le front, là. Donc, le lupus aussi, c'est pas forcément visible, mais ça fait mal. Ça fait un mal immense et ça entraîne un absentéisme au travail, ça entraîne des fatigues, des lenteurs qu'il faut pouvoir effectivement admettre. Donc ça a un coût professionnel et social, et ça a également un coût familial parce qu'il faut très vite
faire des aménagements du domicile pour éviter effectivement les trop grandes marches. Le premier lieu auquel on pense, ce sont les toilettes, pour éviter qu'ils ne tombent. Après, on va dans la cuisine. Après, voilà. Donc, le rôle... Est-ce que vous avez été accompagné d'un point de vue financier pour toutes ces évolutions-là? Alors, pour le moment, on a eu l'accompagnement du traitement médical, puisque mon mari est pris à 100%, donc il n'y a pas de souci. Mais cela dit, il y a effectivement on a une mutuelle derrière, une bonne mutuelle. Bon, je considère que la sécurité sociale, et quand on a besoin, effectivement, on a passé toute sa vie quand même à payer les... quand même, clairement. Je suis un petit peu critique parce que, bon, j'estime que c'est un juste retour des choses. Voilà. Ça, donc, il y a cette prise en charge au niveau médical. Au niveau social, on a fait effectivement des aménagements. On n'a pas nécessairement été demandé, parce que la seule chose qu'on a demandé et qu'on vient justement d'obtenir après plus d'1 an de démarche, c'est la carte de mobilité, comme on appelle la carte de mobilité réduite, qui permet de pouvoir se garer plus facilement dans un parking, qui permet effectivement de ne pas faire trop de queue, parce qu'il y a une fatigabilité plus importante du sujet, qui ne peut pas faire la queue dans un service, dans un aéroport, d'avoir l'accès, par exemple, à l'accompagnement à mobilité réduite, le fameux TPMR, pour se déplacer, pour entrer dans l'avion. C'est un coût aussi, ces transports-là. Mais tout à fait. Donc, c'est un coût pour les entreprises qui sont dedans, mais ça aussi, ça demande effectivement que les démarches soient faites. Donc, on essaie effectivement de dire aux gens qu'il y a toute cette démarche-là qui pourrait faciliter leur vie. Parce que le rôle vraiment de l'aidant, c'est de faciliter au maximum la vie de celui qui souffre, pour ne pas que s'installe une forme de déprime, voilà, qui serait effectivement judiciable à la maladie. Alors, docteur, on a ces amyloses, donc une des maladies rares que vous devez traiter ici en Guadeloupe. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'on peut avoir une idée quand même de l'ampleur des maladies auxquelles on fait face, mais pour lesquelles il n'y a pas forcément de traitement adéquat ou de prise en charge vraiment établie? Alors, c'est bien là l'une des difficultés des maladies rares, puisque un nombre très important d'entre elles ne sont pas diagnostiquées. Donc, nous ne sommes pas en mesure de dire d'abord quelles sont l'ensemble des maladies rares qu'on trouve en Guadeloupe ou même à travers le monde. On en découvre régulièrement. Deuxièmement, quand la maladie est présente, on ne sait pas nécessairement la diagnostiquer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une vraie difficulté pour les familles, c'est une vraie difficulté pour les médecins traitants qui ne peuvent pas apporter de réponse à ces familles. Donc à ce moment-là, c'est très important qu'ils puissent se tourner vers des experts. Et c'est là où la plateforme de coordination maladies rares qui existe en Guadeloupe, mais qui existe aussi dans tous les Outre-mer, doivent aider ces familles, ces médecins traitants à apporter une solution tant en termes diagnostiques que de parcours de soins adaptés à leur pathologie. Donc soit on se tourne vers les experts qui sont présents dans notre département. S'il n'y en a pas pour la maladie donnée, on regarde dans la région Antilles-Guyane. Et s'il n'y en a pas à ce moment-là, nous nous tournons effectivement vers les grands centres, les centres de référence et de compétences nationaux pour les maladies pour lesquelles nous ne disposons pas de référents. Et un des éléments qui est très important, donc ce sont très souvent des maladies génétiques. Ça veut dire que quand vous diagnostiquez une personne, il faut regarder ce qui se passe dans la famille. Très bien. On va voir s'il n'y a pas un petit caractère héréditaire pour se rassurer ou éventuellement prendre les devants sur le traitement effectivement de la maladie. Donc vous avez votre réseau d'organisés sur la route du Rhum. Donc vous serez sur le village pendant 3 jours où vous pourrez faire de la sensibilisation, peut-être éventuellement par les symptômes, de choses comme ça, pour essayer d'aiguiller aussi. Nous invitons effectivement les malades ou les aidants familiaux à venir nous voir sur le stand de OCMAC. Et là, ils auront toutes les informations complémentaires. Et l'objectif est de créer, de développer l'association Acacia au niveau du territoire de la Guadeloupe, de telle façon que les malades ne se sentent pas seuls, sortir de l'isolement, organiser des activités appropriées et chercher des partenariats, etc. Donc venez sur le centre, sur le stand d'animation, co-animé avec Caruc et Acacia, pour connaître toutes les informations relatives à cette maladie et à sa prise en charge.
Caruki Rare, c'est la plateforme de coordination maladie rare de la Guadeloupe. Vous avez un site, Caruki Rare? Oui, nous avons un site, nous avons un lien Twitter, nous avons un link, nous avons vous êtes sur les Facebook, réseaux? Nous sommes sur les réseaux. Très bien, très bien. Donc Je ne me souviens pas par cœur des adresses. On va vous retrouver si on veut voir en physique. Voilà. De toute façon, vous avez donc ce stand à la route du Rhum pendant au moins 3 jours. Donc vendredi, samedi, 25, 26, 27. De 9h à 18h tous les jours, pendant ces 3 jours. En tout cas, merci beaucoup à vous tous d'être venus sur ce plateau ce soir et pour le travail que vous réalisez effectivement pour les Guadeloupéens atteints de maladies rares. Merci encore et on souhaite effectivement bon vent et longue vie à l'association Acacia, puisque c'est vrai qu'on a des défauts de prise en charge dans ce pays, il faut le dire. Tout le monde n'a pas forcément les moyens. Donc si vous voulez de l'aide à ce niveau-là, eh bien adressez-vous à l'association Acacia ici en Guadeloupe ou bien Caruki Rare, qui sont également là pour vous. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.